Pour moi, c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. Bonjour à tous et bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Comme vous savez, ici, on parle de nous, on parle de nos histoires de vie, on parle de nos expériences, on commande dans le respect. Merci à tous ceux qui se donnent la peine de donner et de partager leurs histoires de vie, déjà pour animer la chaîne et puis pour qu'on apprenne de leurs expériences. Donc, je voulais en profiter pour dire à la team, nous sommes une team. Je sais et je suis consciencieuse que sur YouTube, on se démarque par nos commentaires déjà intelligemment écrits avec délicatesse. Mais c'est triste qu'on revienne toujours sur le respect parce qu'il faut tenir compte des personnes qui partagent leurs histoires. Alors, je ne sais pas quand on commente si on pense à soi ou on pense aussi à la personne qui s'est donné la peine de faire confiance à une chaîne YouTube, raconter son histoire de vie personnelle et maintenant venir lire les commentaires, être méprisé, même pas méprisé, insulté. Ce n'est vraiment pas correct, surtout quand la personne qui écrit le message n'a jamais donné son histoire. Quand on partage son histoire de vie, c'est sa vie. En fait, ce n'est ni moi, ni la personne qui allons changer l'histoire de vie de la personne. Moi, je passe 3 heures, 2 heures, sur 24 heures que Dieu nous a donné à tous à écouter une histoire. Ça veut dire si je l'écoute, c'est que je ne connais pas la fin. C'est pour ça que je l'écoute. Donc, quand je commence à écouter une histoire, je ne sais pas où elle va et comment elle va terminer. Donc, moi, je ne peux pas passer 3 heures à écouter une histoire, terminer, écouter et écrire. Et après, la fin ne me plaît pas. Je vais dire, OK, comme la fin de cette histoire ne me plaît pas et que ça ne va pas plaire à une telle, je ne vais pas la raconter. C'est vraiment trop me demander. Parce que quand je commence à écouter l'histoire, moi aussi, je ne connais pas la fin. Donc, je vais écouter, écrire, et puis la fin de l'histoire ne me plaît pas ou ne vous plaît pas, donc je ne vais pas la raconter. Donc, moi, j'ai perdu 3 heures à rien faire et elle, elle a perdu 3 heures à me raconter son histoire pour rien. Si on prend les histoires pour ne pas les raconter, il ne faut pas les prendre. Il y a des chaînes où on raconte des contes, on raconte des histoires du passé, inventées et tout ça. Si les histoires racontées ici ne vous plaisent pas, il ne faut pas venir soit m'attaquer moi. Kabibi, pourquoi tu nous racontes une histoire comme ça? C'est mon histoire. C'est l'histoire de la personne qui a appelé. C'est une personne de la team qui raconte son histoire de vie. La maman qui a raconté son histoire hier, l'haïtienne, qui est amoureuse ou qui sort avec le frère, le mari de sa sœur. C'est son histoire. Elle n'a pas rajouté, elle n'a pas enlevé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pour venir me dire, pourquoi tu nous racontes des histoires comme ça? Mais si les histoires que je raconte ne vous plaisent plus, il ne faut plus les regarder. Ou moi, je vais changer l'histoire de la personne. Elle me dit, dans ma vie, je sors avec le mari de ma sœur, je vais changer. Mais si je change, maintenant, elle a appelé pourquoi? Parce qu'elle a appelé pour avoir un conseil. Chacun conçoit la vie comme il veut. Quand tu regardes une histoire, elle ne te plaît pas. Ou tu ne vois pas les commentaires que tu vas donner parce que tu es tellement en colère. Mais tu ne commentes pas. Tu attends la prochaine histoire qui va te plaire. On ne peut pas toujours faire des histoires qui vont te plaire parce que les vies des gens ne sont pas pareilles. Dans la vie, il y a des mauvais, il y a des bons, il y a des sorciers, il y a des gentils, il y a des chrétiens, il y a tout. Donc, ces gens-là, ils peuvent aussi appeler pour raconter leur histoire. Si l'histoire ne te plaît pas, tu ne commente pas. Tu ne vas pas me dire pourquoi moi j'ai raconté ça. Mais j'ai raconté ça parce que déjà, je l'ai déjà écouté. Ça m'a perdu mon temps. 2, je raconte parce que la personne a besoin d'un conseil et c'est quelqu'un de la team qui estime que son histoire est valable. Il n'y avait rien de vexant ici. Il n'y a personne qui m'a appelé pour me dire Kabibi, moi j'avais tué mon papa et tout ça. Raconter. Je n'ai pas raconté des histoires comme ça. Donc, je trouve ça très dommage de m'agresser ou d'agresser carrément la personne. Si tu n'as pas de conseils, parce qu'on donne les histoires pour avoir des conseils. Si tu n'as pas de conseils à donner, tu ne donnes pas. Tu ne viens pas m'exiger à moi ce que je dois raconter sur ma chaîne ou dire aux gens qui doivent raconter les histoires qui te plaisent. Si toutes les histoires se ressemblent, pourquoi on les raconte? Tout le monde n'a pas la même vie. On ne peut pas avoir les mêmes histoires.
Oh, tout le temps, tu parles du mariage. Maintenant, les gens, ils sont mariés. Je vais parler de quoi? De leurs enfants? C'est parfois, il y a des comportements qui sont bizarres. Et c'est dommage que je vous bloque. Parce qu'il y a des gens qui sont réguliers depuis longtemps, qui parfois, avec des paroles très agressives, finalement, je les bloque. Moi, je ne vis pas de YouTube. Je vous ai déjà dit, je travaille. Ce n'est pas comme si je suis là pour flatter. C'est moi que non, parce que YouTube va payer mes factures. Non, je paye mes factures parce que je pars au travail. Donc, s'il n'y a pas le respect mutuel, je ne vois pas pourquoi on reste ensemble sur la chaîne. Parce qu'il y a des gens, à force de répondre à leurs messages, maintenant, ils te parlent n'importe comment. Toi, Kabibi, comment tu peux me laisser une histoire comme ça? Toi-même, tu es chrétienne, hein? La maman qui m'a laissé le voice, tu m'as tellement choquée. Toi-même, tu es chrétienne. Comment tu peux commencer une histoire comme ça? Tu racontes ça jusqu'à la fin. Tu pensais quoi dans ta tête? Ah bon? Donc, comme moi, je suis assise ici, je suis polie, je suis bête. Non, je suis bête. Ou vous aimez les chaînes où on vous insulte. La chroniqueuse, même, elle t'insulte. Si tu es habitué à des chaînes comme ça, il y en a plein sur YouTube. Il ne faut pas venir me casser la tête. L'histoire ne te plaît pas, tu ne commentes pas. Ma chaîne te fatigue avec les histoires qui se ressemblent. Tu ne regardes pas. C'est simple. On avait commencé, j'en étais 150 ou 200. Est-ce que je me plaignais? J'étais déjà habituée. Donc, il ne faut pas me casser la tête, m'étouffer. Non. Ce n'est pas aussi possible parce qu'après, c'est stressant, c'est frustrant. Tu ne peux pas dire à quelqu'un change ta vie pour plaire aux gens qui vont regarder l'histoire. C'est vraiment pas ça le but. Les gens, ils donnent leurs histoires parce que c'est ça leur vie. Donc maintenant, l'histoire d'aujourd'hui, vous allez dire quoi? Faut pas insulter les gens ici. Restez comme vous êtes, vous vous démarquez. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts. Il y a des gens instruits, il y a des riches, il y a des gens intelligents, il y a des gens cultivés sur la chaîne. Donc, il ne faut pas venir nous embrouiller. Si tu es déjà habitué à tes chaînes où tu insultes les gens, il faut te déconnecter, pardon. Et nous sommes habitués à rester un peu là. Notre team là, nous ne sommes pas beaucoup. On se convient bien comme ça. Il ne faut pas venir ici pour nous embrouiller, nous étouffer. Non, non. Non, non. Vraiment, ce n'est pas ça le but. Vraiment, restons respectueux, surtout envers les personnes qui donnent leurs histoires. Si les gens remarquent que dans les commentaires, on fait qu'attaquer, insulter les gens, ça ne va pas motiver les gens à donner leurs histoires. De la chaîne, là, tu vas les raconter, ton histoire va t'insulter. Non, ce n'est pas ça le but. L'histoire ne te plaît pas, tu ne commentes pas. Les gens qui sont assez matures, surpasser leurs émotions, vont commenter. Les gens laissaient les messages ici, non? Les mamans pasteurs, les gens laissaient les messages. Ah, ma fille, toi-même réfléchis. Les mamans marseillaises laissaient les messages. Ma fille, toi-même réfléchis. Hein? Si c'était ta soeur. Donc, toi, tu ne peux pas donner un bon conseil à quelqu'un. Il faut seulement l'insulter. Comment elle va comprendre pour devenir bonne comme toi? Il faut faire un effort. Il faut se surpasser. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. On va parler de notre maman. C'est une maman de la team. Une vraie sistou. Une maman vraiment active, présente, qui nous a partagé son histoire, maman Alice. On va l'appeler maman Alice. Elle nous a contacté. Maman, tu as tellement déménagé. Je crois que tu es à Paris. Hein? À la fin de l'histoire, je crois que tu es à Paris. Notre maman, elle vit à Paris. Donc, elle nous a appelé pour partager son histoire, mais qui ne commence pas par elle. Waouh! Son histoire ici commence, voilà, par son arrière-grand-mère. Son arrière-grand-mère, hein, c'est à l'époque des colons, hein. Son arrière-grand-mère est du Congo, Brazzaville. On salue toutes les mamans de Brazzaville. Nous sommes une grande communauté de Brazzaville ici. Son arrière-grand-mère est du village Soulou. Village Soulou. S'il y a les mamans des Soulou ici, c'est de vous qu'on va parler aujourd'hui. Ah, les mamans des Soulou. Son arrière-grand-mère est du village Soulou. Ce village-là, quand il y a eu la colonisation, les prêtres sont venus. C'était reconnu parmi les villages des sorciers, des pratiquants, vraiment. Vous voyez les ethnies là qui font peur, le village Soulou. Mais sa grand-mère, elle est Mbembe. Hein? Je crois que c'est comme ça que tu m'as dit. Sa grand-mère, elle est une Mbembe qui habitait dans le village Soulou. Quand les prêtres sont venus avec la Bible pour délivrer, on va aller comme ça, pour délivrer les Africains, leur apprendre la chrétienté, que la sorcellerie c'est mauvais. Donc, beaucoup de gens avaient accepté, les autres avaient refusé. Maintenant, ces villages-là, Soulou, c'est parmi les villages des gens qui avaient refusé. Donc, dans le village, il y avait des gens qui acceptaient de laisser leurs fétiches, leurs choses, mais leur grand-mère, là, elle a dit jamais, moi, je vais laisser tous mes trucs ancestraux pour suivre les papiers dans la Bible. Moi, je ne sais pas lire, j'ai refusé. Leur grand-mère a refusé, elle a gardé ses fétiches, sa sorcellerie. Donc, c'était non seulement un village où beaucoup de gens avaient refusé la prière, et puis, c'était une famille qu'ils ont refusé, tout le monde savait. La grand-mère a refusé, elle a gardé ses fétiches, l'arrière-grand-mère, hein? Elle a mis au monde sa grand-mère Jeanne. Quand elle a mis au monde maman Jeanne, donc vous comprenez bien que la grand-mère a refusé la Bible, elle a mis au monde Jeanne, sa fille. Sa fille aussi, elle est sorcière comme sa maman, non? Qui va laisser? Toi-même, tu es sorcière, tu donnes un peu à tes enfants. Donc, elle a donné un peu de sorcellerie ou assez de sorcellerie à sa fille. Ça, c'est entre parenthèses. Officiellement, ils ne sont pas sorciers, mais ils ont les trucs ancestraux.
Donc, on suppose que maman Jeanne est comme sa maman grand-mère là. Pourquoi? C'est à cause de la vie de Jeanne qu'on a conclu que sa grand-mère, sa maman, lui avait donné la sorcellerie ou les fétiches, des choses comme ça, des pouvoirs. Jeanne est là, dans les villages Soulou, là elle grandissait, ils étaient connus comme ça. Un jour, elle est partie sur la route, ça m'a fait rire, et les dragues de sur la route. Elle a rencontré les grands-pères. Le grand-père, lui, il vient du village Boussoumouna. Les mamans de Boussoumouna, vous n'êtes pas ici. C'est votre grand-père. Les grands-pères, là, ils venaient de Boussoumouna. C'était ça son village, son ethnie. Il a vu la grand-mère du village Soulou, là, il a craqué. Parce qu'elle a dit, l'arrière-grand-mère sorcière, là, elle avait des cheveux comme dans les films. Elle était très belle, la grand-mère sorcière, là. Donc maintenant, la grand-mère Jeanne, là, elle était très belle comme sa maman. Quand le grand-père a vu seulement la grand-mère Jeanne, là, il a craqué. Il a fait des avances. Et lui, à l'époque, il était jardinier. Il était jardinier dans une société, quoi. Et voilà, il était jardinier dans une société des Blancs, en tout cas. Il était jardinier, mais c'était à Pointe-Noire. De toute façon, il n'habitait pas là au village. C'était un jardinier. Et ce jardinier-là, dans la société... dans la banque, pardon. Il était jardinier à la banque. Bon, quand même, c'est un poste. Hein? Et la banque, là, à l'époque, c'était les Blancs. C'était beaucoup des Français. Donc, lui, il est parti aimer la grand-mère Jeanne. Quand il aime la grand-mère, il a fait quitter le village. Il l'amène à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, là, à l'époque, lui aussi, il était considéré quand même comme quelqu'un de la banque. On leur a donné de l'argent et l'occasion d'acheter des terrains. Elle a dit dans le quartier Hoche, à Pointe-Noire. Donc, le quartier Hoche, là, c'est un très bon quartier, aujourd'hui, qu'on parle. Mais à l'époque, là, c'était terrain vide, il n'y avait que les Blancs, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, c'était des quartiers, on a donné aux travailleurs l'opportunité d'acheter les terrains. Eux tous, la société, là, ils sont partis acheter des terrains à Hoche, à Hoche, à Hoche, à Hoche, des grands terrains. Maintenant, la femme, la Jeanne, dont la maman est sorcière, avait gardé ses fétiches, la grand-mère. Elle avait beaucoup de caractère par rapport au grand-père. Donc, c'était une dame qui le dominait. Et la famille du grand-père n'aimait pas Jeanne, même pas un peu. On lui disait que tu es parti épouser une sorcière. Une famille de sorciers. Sa maman avait gardé les fétiches, tous les villages sait. Il a pris là maintenant à Pointe-Noire. Elle dit, ils ont acheté dans le même quartier avec les travailleurs. Chez tout le monde, on a construit les villas sauf chez lui. Chez lui, on a construit une petite maison, on a laissé les terrains. Petite maison parce que la grand-mère Jeanne a arraché tout l'argent au grand-père. Les grands-pères étaient moutons. Ils n'avaient rien à dire. Ils craquaient seulement sa beauté, comme elle était belle. Elle dit, mes grand-mères avaient des cheveux kabibi. On peut même dire comme des sirènes, mais ce n'était pas des sirènes, mais elles avaient beaucoup de cheveux. Elle était très belle. Donc, tout l'argent, il donnait à Jeanne. Du coup, il avait la plus petite maison de Hoche, mais un grand terrain. Ils ont construit ce qu'ils pouvaient construire. La grand-mère a pris tout l'argent. Elle est partie acheter son terrain perso à elle-même. Dans le quartier, elle m'a dit aujourd'hui, on appelle ça la base. Apparemment, la base, là aussi, c'est un bon quartier. Elle dit maintenant, la base, là, à l'époque, c'était les plantations, c'était les champs. Quand la grand-mère avait acheté, la maman de sa maman. Elle a acheté ça. Elle aimait faire l'agriculture. Parce qu'elle venait du village Soulou, là, elle ne travaillait pas, elle était villageoise. Elle a acheté ses terrains. Elle a commencé à faire l'agriculture. Son agriculture a marché. La grand-mère était riche. Elle avait l'argent. Elle a commencé à vendre le bois. C'était comme une femme d'affaires. Son mari, il travaillait. Il a progressé au travail. Elle-même, elle a dit, ses grands-parents, ils avaient l'argent. Ils étaient des riches. Mais, par contre, la sœur de la grand-mère, est-ce qu'on va parler de la sœur de la grand-mère? Ça, c'est pas un peu... Bon, on va parler d'elle après. La grand-mère, là, elle a eu ses enfants. Maintenant, le problème a commencé, c'est chez la grand-mère. C'est pour ça qu'on vous a raconté qui ils sont. Le grand-père est Boussoumouna, la grand-mère est Bembe du village Soulou. Quand ils se sont mariés, pourquoi on a dit que la grand-mère Jeanne là était sorcière? La grand-mère a mis au monde 15 enfants. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème est que tous les enfants mouraient. Il n'y a que 6 qui ont grandi.
Quand elle met au monde l'enfant à 4 ans, on le bouffe ou il meurt. Quand elle est enceinte, quand ça arrive à terme, elle, ses grossesses ne sortent pas à 2 mois. À 9 mois, la grossesse sort. Quand l'enfant grandit, 9 ans, les enfants ne dépassaient pas 10 ans. Sur 15 enfants, elle est restée avec 6. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand elle a mis au monde sa maman, on va l'appeler maman Bijou. Quand elle a mis au monde maman Bijou, c'était l'enfant préféré de la grand-mère. Pourquoi? On ne sait pas. Elle a pris maman Bijou, elle l'a amené chez sa grand-mère là-bas, chez sa maman à elle, à Soulou, au village. Ils ont pris Bijou, ils ont amené en forêt. Pour aller, ils l'ont gardé là-bas 3 jours. Faire les incantations, si on va appeler ça incantation ou prière, pour que Bijou soit une reine qui ait des pouvoirs, que ce soit maman Bikouti, que ce soit les mamans. Vous voyez les dames là, qui ont les pouvoirs ancestraux, qui peuvent te laver, enlever les maladies, les sorts, les choses comme ça. On les choisit dans la famille. Donc, quand ils ont amené Bijou là-bas, Bijou ne se correspond pas avec ce travail-là. On va changer, on va mettre Bibiche. Ce n'est pas le travail de Bijou quand même. Donc, quand ils ont amené Bibiche là-bas, en forêt, ils ont fait 3 jours d'incantation avec la grand-mère sorcière là qui avait gardé les fétiches. Ils ont terminé, les fétiches n'ont pas marché. Ce n'est pas entré dans Bibiche. Ce n'est pas entré dans son corps. 3 jours perdus comme ça. Ils ont prié, incanté, fait tout. Les fétiches ne sont pas rentrés. L'enfant n'a pas pris le pouvoir. Donc, c'est là que la grand-mère Jeanne a détesté son enfant. Parce que dans tous ses enfants, il fallait introniser un. Et quand tu as intronisé un sans rater, tu ne peux pas prendre un deuxième. Ça veut dire que le pouvoir quitte chez toi, ça va aller dans la famille d'un autre enfant de la grand-mère. Parce que chez toi, l'enfant que tu as choisi a raté. C'est là que la grand-mère Jeanne a détesté son propre enfant. Elle a détesté sa fille Bibiche. Maintenant, Bibiche, là, c'est ça la maman de Alice qui nous a appelés. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants commencent à grandir, les autres mères, les autres grandissent et tout ça. On va aller en ordre. La maman Bibiche ici, la maman de Alice, dans les enfants qui sont restés vivants, ils sont 6. Un, c'est son frère. Donc, il y a 2 garçons et 4 filles. Un, c'est son grand frère. Bon, je vous explique directement. Le grand frère, là, quand tous ils ont grandi, non, ils ont dépassé l'âge. Sa vie, c'est quoi? Le grand frère, il a grandi et tous ils n'ont pas étudié. Hein. Tous les 6 là, et tous ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas de bac. C'est ça qu'on appelle étudier. Parce qu'ils sont à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, il y a l'école. Il y avait l'école des colons. Il y avait tout ça. Et tous, leurs parents avaient l'argent. Je vous ai dit, la grand-mère faisait des business. Elle vendait les bois, elle avait les plantations. L'argent qu'ils avaient, ils n'ont pas scolarisé leurs enfants. En tout cas, les enfants sont allés à l'école et tous, ils ont échoué. Personne n'a eu les bacs. Le grand frère, il a eu quand même la chance de quitter chez eux. La maison là qui est à base, à Hoche, le quartier Hoche où le grand-père avait acheté, la maison qu'ils avaient construite là, la petite maison. Il a pu partir de là. Quand il est parti habiter dans un terrain marécageux de sa maman. Parce que sa maman, comme elle faisait les affaires, elle avait les plantations, elle avait des terrains à Pointe-Noire. Un terrain où la maison peut même partir. Marécageux, l'eau s'est remplie là-bas, donc un terrain, un quartier pauvre. Tout le monde sait que c'est pauvre sauf lui. Lui, il a l'impression qu'il habite dans une maison en étage. En fait, lui, dans sa vie, il rêve un peu. Il est comme si il ne comprend pas que sa vie ne donne pas. Il est parti habiter là-bas. Il a eu 3 enfants. On ne parle pas de sa femme. Ça veut dire que c'est des enfants comme ça qu'il a mis au monde, gauche et droite. Dans les 3 enfants-là, un enfant, à 17 ans, a attrapé la folie. Fou de courir sur la route comme fou de l'Afrique. On a commencé à attraper l'enfant, c'était son fils. On a commencé à l'amener chez des gens là qui guérissent et tout ça. Un coup, sa tête revient, un coup, sa tête part. Ça, c'est le grand frère aîné, un enfant fou. Deuxième enfant s'est réveillé un matin, il est devenu infirme. Mais il était né normal. Il est devenu infirme. Troisième enfant est mort. Ça, c'est le grand frère de sa maman.
Les premiers là, parmi les 6 qui sont restés les plus grands. C'est ça sa vie, aujourd'hui qu'on parle. Quand on va chez sa grande sœur, parce que sa maman, dans les 6, elle est en 3e position. Quand on va chez la grande sœur de la maman, la grande sœur là, sa maman, elle l'aimait beaucoup. Maman Jeanne, la grand-mère, elle aimait beaucoup sa fille. Sa fille là, comme sa maman l'aimait, on ne sait pas si elle avait donné un peu de sorcellerie ou pas, ou elle avait fait quoi. Mais sa fille, hein, elle n'a pas étudié comme tout le monde. Elle a eu 2 maris dans sa vie. Un, c'était le vieux du quartier qui était marié, qui lui a fait un enfant. On va aller directement. Cet enfant-là, aujourd'hui qu'on parle, il a grandi, il a réussi dans la vie, il est devenu médecin. Mais c'est quelqu'un qui s'est détaché. Lui, il a fui carrément à Brazzaville. Il est parti se marier avec une Mboshi, une autre femme. Hein? Rien à voir avec eux. Il a changé, donc il les a déjà abandonnés, les a fouis, il ne les fréquente pas. C'est pour ça qu'il a réussi dans la vie. Le deuxième enfant de cette maman-là, elle est devenue, quoi ça? Elle est devenue deuxième femme. Deuxième femme d'un monsieur, pas deuxième femme, copine, parce que deuxième femme, on épouse, on ne l'a pas épousée. Elle est la copine d'un monsieur là à Pointe-Noire, lui, hein, qui l'a installé, il a fait vivre un peu bien. Donc, elle a réussi quand même, elle est deuxième femme de quelqu'un, copine confirmée. Ça, ce sont les enfants de la deuxième sœur. Maintenant, la deuxième sœur là, avant que ses enfants ne deviennent comme ça, elle-même, quand elle les avait mis au monde, qui grandissaient, quand ils ont eu l'âge de 8 ans, 10 ans, elle a attrapé la folie. Donc, ces enfants-là, ils ont grandi dans la parcelle de maman Jeanne, la grand-mère. Tous ces gens-là que je vous explique sont dans la parcelle de maman Jeanne. C'est maman Jeanne, la grand-mère, qui les a fait grandir. Et puis, les 2 enfants sont partis. Une est devenue deuxième femme, l'autre est devenue médecin à Brazzaville. Mais sa propre fille a attrapé la folie jusqu'à la mort. Folle. Donc, dans leur famille, il y a combien? 2 fous. L'enfant de son frère et sa propre fille. On ferme la parenthèse. On part au 3e enfant, qui est sa mère. Non, on laisse sa mère, hein? On saute, parce que sa mère, c'est ça l'histoire. La petite sœur directe de sa maman. Elle, donc on est au 3e, on part au 4e. La petite sœur, là, elle était les gens des filles qui bavardent tout dans les quartiers. Les filles là connues qui connaissent tout. Comme elles sont belles, parce qu'elles sont belles chez eux. Vous voyez, la maman avait des longs cheveux, la grand-mère Jeanne, elle est belle. Hein? Comme elle était très belle dans les quartiers là, elle s'est vantée, ngaï. On l'a engrossée. Elle a eu un enfant. Quand elle a eu son enfant là, son enfant était drépanocytose, hein, drépano. Son enfant souffrait, c'était un enfant malade. Elle a eu un fiancé, soi-disant un Parisien. Tout le monde savait que le Parisien là viendra l'épouser. Les Parisiens même ont envoyé sa famille, on connaissait que la famille du Parisien est ici. Mais tellement qu'elle bavardait, toi, elle racontait à tout le monde de se vanter. Moi, je suis belle, je vais aller à Paris. Le Parisien là ne l'a jamais épousé. Elle a fait un 2e enfant. Un 2e enfant qui est mort quand il a grandi. Elle a fait un 3e enfant qui est devenu fou. Son enfant là, c'est une fille. Elle est folle. Elle a fait un 4e enfant qui est malade. Donc, on est au 3e fou dans sa famille. Donc, à chaque niveau, le fils aîné, il a un fou. Sa propre fille est folle. Sa 4e fille a une enfant folle. Vous comprenez pourquoi on dit que la grand-mère Jeanne est sorcière? Que sa maman lui avait donné un peu. Ça, c'est ça la famille de sa maman. On était au 4e enfant. Quand on va au 5e enfant, qui est aussi une fille. Non, oui, c'est une fille. Elle, la fille là, elle a eu quoi? Elle, la fille là, elle n'a pas eu de mari. On ne l'a jamais épousée. Elle a eu 2 enfants. Sa fille a grandi. Elle est devenue folle à 21 ans. Donc, la 5e, elle est devenue folle à 21 ans, son enfant. Donc, la maman est tellement pauvre. Quand je vous dis, on ne l'a pas mariée là-bas. Donc, elle habite dans la maison de maman Jeanne, la grand-mère, la maison là qu'on avait construite au quartier Hoche. Elle a mis au monde son enfant seulement là-bas. L'enfant là a grandi à 21 ans, elle est devenue folle. Chez la grand-mère Jeanne. Quand on part maintenant au dernier,
C'est un garçon. Lui, c'est ce qu'on appelle les garçons qui ne font rien dans la vie, là. Il vend les habits Chaillère. Demain, il vend les chaussures cirées. Après, il vend si c'est quoi. Pour finir, il a clôturé. Il a décidé de vendre les brochettes, donc la viande à manger, devant chez eux. C'est ça son business. Il vend les massocos à dindon, le poisson, les brochettes, devant chez eux. C'est ça son travail. Donc, il a vu tout chez sa maman, qui est la grand-mère d'Alice. Lui, il a eu 3 enfants. Il a engrossé seulement dans les quartiers, dans les alentours. Il a eu 2 enfants à la maison et un enfant est mort chez sa maman là. Donc, sur 3, il est resté avec 2 qui sont aussi très pauvres. Aujourd'hui, là, ils ne font rien, n'étudient pas, ils tournent dans les quartiers. Maintenant, on va aller à sa maman, qu'on va mettre la 6e année, la 3e de la lignée. Sa maman, là, je vous ai dit qu'on l'avait amenée au village. On a voulu lui donner les pouvoirs, ça n'a pas marché, ça a sauté. Comme on dit, il y a des gens que Dieu a choisi peut-être naturellement, tu ne peux pas lui donner la sorcellerie. Donc, elle a grandi mal aimée parce qu'elle a fait rater les pouvoirs à maman Jeanne. Le pouvoir est parti dans la famille de sa sœur. Comment ça? Maman Jeanne, elle avait ses frères et sœurs, non? Elle a une sœur à elle qui s'était mariée à un monsieur d'une autre tribu. On m'avait donné la tribu. Bref. Sa sœur est partie au mariage. Sa vie a commencé seulement comme la vie de maman Jeanne. Les enfants mères, les enfants mères, les enfants mères. Le mari de sa sœur, là, il était très malin. C'était quelqu'un aussi de Pointe-Noire qui venait d'une autre famille où il avait aussi des pouvoirs. Il est parti faire les troubles dans la famille de maman Jeanne. Il a fait et les troubles physiques et les troubles spirituels. Quand il était parti faire les troubles, là, il avait déjà perdu 6 enfants. Il a fait les désordres de les papas, là, il a dit attention, on va se bouffer ici. C'est comme ça qu'elle ne sait pas si les sorciers aussi, à leur niveau, ils ont peur. Ce mari-là, quand il a fait les troubles, sa femme a commencé à accoucher. Elle, au moins, elle a accouché 9 enfants. Les 9 enfants-là, ils ont grandi et tous, ils ont réussi dans la vie. Ils sont des cadres à Pointe-Noire là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le pouvoir qui avait quitté dans la famille de maman Jeanne, qui a raté sur sa mère, est allé dans la famille de sa sœur. Tous ces enfants réussis sont des cadres là-bas à Pointe-Noire. Et tous, ils ont réussi dans la vie. Et ce sont ça, ces enfants-là, qui sont ses cousines, que vous allez comprendre, qui sont en Europe ici et tout ça, parce qu'eux, ils ont réussi. Maintenant, sa mère à elle. Sa maman Bibiche, là, quand elle a grandi, elle est aussi belle seulement comme sa maman et comme sa grand-mère. Elle est tombée sur un monsieur marié. Ce monsieur marié-là, c'est ça, hein, son papa à elle. Je mets ça ici. Le monsieur-là, il avait sa femme à Dolézy. Elle m'a dit Dolézy, c'est pas très loin de Pointe-Noire, mais c'est une grande ville aussi. Ce monsieur, il est venu à Pointe-Noire, il a rencontré sa maman, il a craqué. Il a commencé à sortir avec elle et tout ça. Elle a mis au monde son frère Hugues, son fils aîné. Chez eux, hein, elle habitait chez maman Jeanne. C'est normal, tout le monde met au monde, elle a mis au monde. Elle a mis au monde son frère Hugues. Elle a mis au monde Alice, qui nous a appelés. Quand elle a mis au monde Alice, le monsieur a décidé, elle sortait avec lui. Donc, on t'a engrossé chez vous. Le monsieur a fait venir sa femme à Dolézy. Ce monsieur-là, son papa, il a trouvé un travail dans une société pétrolière. On m'avait donné le nom même. Il a trouvé le travail en tant que, voilà, il a trouvé Liberton, je crois c'est la ville où c'est le pétrole. Bref, il a trouvé le travail dans une société pétrolière. Il était directeur financier. Elle dit son papa avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, son papa. Mais il avait sa femme et ses enfants. Et sa maman, elle habitait chez eux, chez maman Jeanne, dans la parcelle là des Hoches. C'est pour ça qu'entre elle et son petit frère, il y a 6 ans, parce que leur maman n'était pas mariée, elle habitait chez eux. Tu as fait 2 enfants avec un homme marié, tu es chez vous, le temps que la femme là vient s'installer, elle te fait un peu la guerre, elle te crase un peu, on te met, parfois on te fouille, parfois on te revient.
Vous connaissez les hommes mariés, comment ils fonctionnent. Donc, il y a eu 6 ans d'écart. Après les 6 ans-là, elle est tombée enceinte de son petit frère Hervé. Quand elle tombe enceinte de Hervé, elle dit non, tu dois quand même m'installer. Il a fait sortir de chez eux enceinte sans l'épouser. Il est parti l'installer parce que 3 enfants, ça commence à faire beaucoup. Donc, sa maman est partie sans se marier. Elle arrive, elle accouche Hervé, elle accouche Chancel. Ça veut dire qu'elle a 4 enfants. C'est après les 4 enfants-là, donc vous comprenez bien que pendant cette période-là qu'elle habite, qu'elle accouche les 2 enfants, elle est devenue la rivale de la première femme. Maintenant, le problème est que les femmes aussi sont compliquées. La rivale là qui venait de Dolésie, avec son mari, elle était claire des peaux. Naturellement, c'était une femme brune, imposante et tout ça. Maintenant, elle, la maman, elle n'était pas claire, mais elle était très belle. Elle avait ses cheveux et tout. Mais comme les femmes ne se contentent pas, elle a développé un complexe envers la rivale. Elle a décidé d'être claire comme la rivale. Elle a dit, Kabibi, ma mère s'est décapée. Hein? Ma mère s'est décapée, pourtant elle avait un beau teint. Ma mère a commencé à se décaper, acheter les bijoux, acheter les habits. Mon père lui donnait l'argent, tu vois, c'était sa deuxième femme installée. Ma mère, elle avait l'argent, elle était concentrée sur papa. Concentrée, quand j'entends qu'une femme est concentrée sur papa, tu vois un peu de la famille d'où elle vient. Personne n'est marié, tout le monde est engrossé, enceinté, les gens meurent, les gens sont fous. Tout le monde, la vie ne donne pas. Maintenant, le monsieur, là, mon père, est venu lui donner la vie. Et vous n'avez jamais aimé? Ma mère aimait papa à la folie. Elle vivait, elle respirait papa. Donc, elle aimait tellement papa que nous, elle nous négligeait même. Elle était tellement concentrée sur papa que tout ce qui n'allait pas entre elle et papa, elle collait ça à sa rivale. Elle disait que c'est sa rivale qui l'ensorcelait, sa rivale a fait des fétiches. Donc, elle était tout dans des choses comme ça. Notre sœur Alice nous dit, quand ils ont commencé à grandir, elle est intelligente, peut-être elle va dire aujourd'hui naturellement. Elle dit, j'étais très éveillée, j'avais la gueule, je parlais beaucoup. J'avais les yeux bien ouverts, j'étais une zunzu, comme on dit chez nous. Mais mon frère aîné, Hugues, lui, il était de tempérament calme. Maintenant, moi, vu que j'ai brillé, papa m'aimait beaucoup. Mon père, il me trouvait intelligente. Donc, mon père avait un enfant chez la première femme qu'il aimait beaucoup. Et il y avait moi chez maman qui l'aimait beaucoup. On était ses filles chéries. Moi, j'étais la fille chérie de papa parce que j'étais intelligente. À l'école, j'ai brillé, j'étais chef de classe, j'étais une meneuse, je savais lire. Tu vois, j'étais une enfant très, très éveillée. Maintenant, comme je n'étais pas claire, j'étais comme papa, et que ma sœur, Chancel, la cadette, elle ressemblait un peu à maman. Parce que maman, à la base, elle n'est pas noire foncé. Non, elle avait son teint normal. C'est elle qui allait se décaper. Maintenant, comme Chancel avait une petite couleur liée de teint clair, et que maman, ça l'a complexé que la première femme soit claire avec des enfants clairs. Maman a pris tout son amour, elle a déversé sur Chancel. Bon, peut-être aussi parce que Chancel était la cadette. Mais pourquoi je dis que c'est parce que Chancel était un peu claire? Parce qu'elle m'insultait, moi. Tu es noir comme ton papa. Tu es noir, tu es bizarre. Et tu es noir. Et tu es noir. Elle dit, moi, quand je grandissais, je me disais, quand je vais grandir, je commence à me décaper. Je dois devenir brune parce que ma mère me chantait tous les jours que moi, j'étais noire. Je n'étais pas belle. Chancel est ma lumière. Chancel est. Maman nous éduquait comme ça. Elle-même, elle s'est décapée et elle aimait Chancel qui était plus claire que moi. Pendant que j'étais intelligente à l'école. C'est mon père qui m'aimait. Maintenant, comme moi j'étais intelligente, mon frère, il avait des difficultés à l'école, Hugues. Donc maman a pris Hugues et moi, elle nous a mis dans les mêmes sacs. Et elle nous insultait, elle ne nous aimait pas. Elle aimait que ses 2 derniers enfants. Elle aimait Hervé et Chancel, mais beaucoup plus Chancel parce que Chancel était claire. Imagine un peu les critères d'une maman comme ça. Mais elle dit aujourd'hui, elle comprend, sa maman n'a pas été à l'école. Elle n'a pas fait les études, même à Pointe-Noire, elle n'a pas étudié. Elle dit, bon, on grandissait, mais papa me rassurait beaucoup. Elle avait bien installé maman, il payait une maison clôturée, nous-mêmes dans la parcelle, parce que papa avait trop d'argent. Et c'était comme les chefs de sa famille, il donnait l'argent à Dolésie, tu vois un peu les familles africaines là comme ça. Donc, maman, on grandit comme ça. Papa décide de l'épouser. Premier mariage.
dans la famille des Jeanne, ma grand-mère, personne ne s'est jamais marié. Tu as entendu la vie de tout le monde d'abord, les enceintés. Maman était l'exception qu'on allait épouser. Deuxième femme. Donc, on allait la doter. C'était comme un événement. On est venu doter maman, Kapipi. On a doté maman comme samedi, comme ça. Maman qui était la chouchou de papa, on a donné la dot. Mardi, papa a tabassé maman d'une façon que, comme si c'était son adversaire. Dès qu'on l'a seulement épousée, mes ententes ont commencé. À cause de quoi, on ne sait pas, maman adorait papa. Tout ce que maman faisait, papa n'aimait plus. Papa viendra comme ça, il est devenu lion. Dès que maman, allez, papa va prendre l'assiette comme ça, il lui renverse la nourriture qu'elle a préparée. Elle dit, elle-même, elle a les souvenirs de comment tabasser sa mère que, aïe, maintenant ton papa, il t'aime beaucoup, toi-même, tu l'aimes beaucoup, mais la façon qu'il tape votre maman, elle va rester par terre, elle va pleurer. Maintenant, sa maman, tout ça là-bas qui s'est passé, elle a dit quoi? C'est la première femme qui est en train de faire les fétiches pour que le papa la laisse. Au lieu de regarder sa famille. Elle dit, tu vois, il y a des gens qui fixent leur combat à gauche au lieu de fixer devant la vérité. Elle était focalisée sur la première femme là. Pendant que c'est elle qui lui a arraché des maris. Hein. Maintenant, elle, son problème, c'était la première femme de papa. Alors que sa famille, si tu tournes derrière, tu regardes le sort de sa famille, tu as même pitié. Bagarre, même pas bagarre, bastonnade jusqu'à maman a vu qu'ici, si je reste, je vais mourir. C'est ma mère qui a demandé de partir. Papa ne la supportait plus. Il avait l'argent, il avait épousé, mais ils avaient 4 enfants. Ma mère a vu que ça ne va pas. Papa a dit, tu vas partir. Tu vas partir. Il a délogé de la maison là. Il est parti lui prendre une petite maison. Il voulait lui arracher tous les 4 enfants. Maman a refusé, elle a lutté. Elle a dit, elle va prendre les petits. Donc, Hervé, mon petit frère, et Chancel. Nous, comme nous sommes grands et que moi, j'ai travaillé très bien à l'école, mon frère, il était un peu bête à l'école aussi. Papa même disait aussi qu'il était bête, parce que tellement que ta maman t'insulte et que tu es bête. Même, quoi ça, l'enfant devient bête. Elle dit, Kabibi, tu vois, mon grand frère Hugues, depuis qu'il était petit, comme moi j'étais intelligent, tout le monde disait qu'il est bête, il est bête, il est bête. Elle dit, à force de dire qu'il est bête, il est devenu aussi bête. Il est devenu bête, il faisait plus d'efforts parce qu'il savait qu'il était déjà bête. Nous, papa nous a pris, il est parti nous mettre dans sa famille, chez son oncle ou c'est chez qui, là, parce que comme papa avait l'argent, il supportait beaucoup de gens. Ils avaient aussi une famille parcellaire, une parcelle familiale là-bas. Il a préféré nous prendre de chez maman, aller nous donner à sa famille. Imagine un peu. Quand on arrive là-bas, moi, je suis toujours intelligent et comme il m'aimait beaucoup, il m'a mis à l'école française. Notre sœur ici a étudié à l'école française au Congo, par la Pointe-Noire. Et son frère, comme il n'était pas intelligent, il est resté dans une école normale. Donc, elle, à l'école française, là, elle brillait comme ça. Et son papa était trop fier. Elle dit, j'aimais la lecture, j'étais intelligente. Imagine que à 13 ans, quand ils sont partis habiter là-bas, à 13 ans, son papa avait acheté des minibus. Vous savez qu'ils font les transports. C'était ses frères ou ses oncles qui géraient. Quand elle est partie habiter là-bas, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ma fille Alice qui va commencer à faire la comptabilité. À 13 ans, pour te montrer comment moi j'étais intelligente. À 13 ans, je suis devenue comptable de mon père. Donc, les minibus viendront les soirs, c'est moi qui fais les calculs. Toi, tu avais pris combien de carburant et tout ça. Moi, à 13 ans, papa m'a responsabilisé. Et tout ça va, ils n'ont rien dit. Donc, maman, elle habitait chez elle. Comme elle n'avait pas fait d'études, elle n'avait pas d'argent, elle ne faisait rien à part suivre papa. Papa lui a pris une petite maison que lui, il payait parce qu'elle avait les 2 enfants. Donc, il payait aussi l'école pour moi. En fait, il a délogé de la villa. Il l'a mise dans une petite maison où il prenait toujours soin d'elle, mais elle n'était plus son mari. Elle était libre d'aimer quelqu'un et lui aussi, il était libre. Maintenant, le truc que papa a installé maman comme ça, il est parti aimer une autre femme. Il est parti encore aimer une autre deuxième femme qu'il a installée. Maintenant, maman, au lieu de comprendre que c'est papa le problème, c'est papa qui aime avoir les femmes, qui aime les deuxièmes femmes. Elle était seulement sur la première femme là. Et c'est à cause d'elle. Maintenant, la première femme, elle t'a fait chasser. Et son mari a encore cherché une autre deuxième femme. Alors que c'est sa propre famille qui a la sorcellerie. Maman, quand elle a vu que papa a trouvé une autre deuxième femme, ça lui a fait très mal. Elle s'est intéressée un peu à la prière. À cause du désespoir, si on va dire comme ça. Maman a commencé à s'intéresser un peu à la prière et tout ça. Mais toujours, bon. Elle, maintenant, elle habitait chez son oncle. Elle dit, personne ne l'a prêché dans sa vie. Elle s'est réveillée un matin.
elle a rêvé de Jésus. Elle a rêvé seulement qu'elle va chercher Dieu. Elle s'est levée, elle est partie à l'église catholique. Elle a dit, elle est partie, elle était à l'Écodim. Hein? Elle a fait tous les enseignements catholiques et tout ça. Elle-même, chez son papa là-bas, personne n'est prié. Tu comprends bien que ce sont des familles qui viennent de Dolésie là-bas. Ils croient en rien. Donc, elle a commencé à faire des catéchismes. Elle est devenue catholique, elle-même enfant. Sans parents, les papas habitent chez sa femme et ils habitent chez des oncles et tout ça. Vous voyez un peu des enfants qui grandissent eux-mêmes. Donc, elle a commencé à faire des catéchismes. Elle dit qu'elle lisait beaucoup. C'est une fille qui lit beaucoup. Elle est très instruite. Je lisais tellement. Moi, j'ai appris. Elle dit, tu vois, même les périodes, moi, mes menstrues, personne ne m'a expliqué. Ma maman habitait très loin. Nous, moi, j'habitais la famille de papa. C'est moi-même qui ai lu dans les livres, avec l'éducation à l'école, que j'ai su que non, quand j'aurai mes périodes, je dois faire comme ça. Personne ne m'en a jamais parlé. Et comme je tenais à être la fierté des papas, j'avais décidé que moi, je n'aurais pas de copains. Je vais garder mon corps parce que je ne veux pas. Imagine si on m'enceinte, la honte des papas. Je ne voulais pas briser papa. Je ne voulais pas lui faire honte. Donc, moi, quand les filles ont grandissé là-bas, on commençait à te draguer et tout ça, j'ai refusé. Tout ça, là, je ne voulais pas. J'avais des copains qui faisaient des petits bisous, mais qui passaient à l'acte. Jamais. J'étais concentrée sur mes études. Donc, elle a grandi comme ça, une fille très sérieuse. Quand elle a eu 16 ans, tellement qu'elle brillait à l'école et tout ça, la maman a demandé à ce qu'il revienne chez elle. Donc, je crois que sa maman était tout dans la procédure, la démarche de récupérer les enfants. Ils ont quitté là-bas la famille parcellaire, la parcelle familiale. Ils sont partis chez sa maman à 16 ans. Donc, elle a habité, on va dire, de 12 ans à 16 ans sans sa maman. Quand ils arrivent chez sa maman, elle était déjà très responsable, intelligente et tout ça. Sa petite Chancel, la préférée de sa maman, elle dit Kabibi, un enfant impoli donc envers nous, envers moi et Hugues. Tu vois, on a une différence de 6 ans avec Hervé, mon petit frère. Et elle, elle est plus petite que Hervé. Mais elle était impolie. Maman l'a gâtée, maman l'aimait, son enfant qui est clair. Le mariage est déjà terminé avec papa, mais elle fait que flatter Chancel. La Chancel, elle était impolie. Maintenant, moi, je ne supportais pas ça, parce que moi, j'étais responsable même dans la famille de papa. Quand je viens, je vais l'adresser comme ça. Maman me tapait à 16 ans, à 17 ans, parce que j'ai grondé Chancel. Chancel, il ne faut pas toucher Chancel. Chancel, Maline, ma fille. Ah, donc malgré qu'on s'est séparés 4 ans, quand je reviens, elle ne m'aime toujours pas, parce que je suis noire. Bon, comme papa m'aime, je m'en fous. Et puis moi, j'ai prié. J'ai prié, j'étais catholique, j'étais croyante, pratiquante à ma façon. J'étais un enfant, mais quand même, j'avais beaucoup de règles dans ma vie, quoi. J'ai respecté ma vie. Donc, moi, je reste, je termine. Maintenant, quand j'ai 18 ans, je termine, j'ai mon bac. Papa dit, il va m'envoyer en France. Parce que l'enfant de la première femme, il y avait au moins 2 déjà ou 3 qui étaient déjà en France. Donc, moi, quand je termine, papa dit, il va m'envoyer en France. C'est quand maman se rend compte que, donc ma fille ici, elle a de la valeur aux yeux des papas. Quand elle a entendu que papa veut m'envoyer en France, papa a commencé à venir et tout ça à la maison parce que moi j'étais là. Maman a tout fait pour se remettre avec papa. Ils ont recommencé à sortir ensemble à cause de mon voyage. Ça veut dire que maman, elle n'était jamais passée à autre chose. C'est comme si quand elle priait là-bas, elle priait pour que papa revienne. Ils ont recommencé à sortir un peu et tout ça. Papa a dit partout dans sa famille que moi je vais aller en France et tout ça. L'enfant de la deuxième femme, donc elle va aller en France. La femme là qu'on avait déjà installée comme deuxième là a entendu et tout ça. Elle dit, Kabibi, est-ce que tu te rends compte que je suis tombée malade? Tombée malade de perte de mémoire. Tu vois, dans la famille des mamans, il y a beaucoup de fous. Tombée malade de perte de mémoire. Moi-même, je suis consciente que je perds la mémoire. Oh, on a commencé à me traiter là-bas. Je suis tombée malade. C'est là que maman a pris conscience que dans sa famille, les gens attrapent la folie. Parce que pour maman, tu pouvais tout dire. Tout l'argent que papa lui donnait, elle achetait que les bijoux, les habits, les dégrapages parce qu'elle faisait la concurrence. Les restes d'argent, elle allait supporter les enfants de ses frères fous là-bas. Tu vois, toutes ses soeurs sont pauvres, les autres. Tu vois un peu leur famille, comment je t'ai expliqué qu'ils sont. L'argent des papas, c'est ce qu'elle faisait. Elle donne ici, elle donne là-bas, elle donne ici, elle donne là-bas. Au lieu de garder pour elle, quand papa l'avait chassée, elle n'avait même pas un terrain. C'était papa encore qui lui payait le logement parce qu'elle avait mes 2 petits frères là. Je commençais à avoir des pertes de mémoire, Comme maman priait un peu, elle m'a amené chez des pasteurs, des choses comme ça. On a commencé à prier, Pas, ma tête est revenue. J'ai failli rater l'Europe. Papa avait déjà pris l'engagement. Il m'a trouvé les visas. Il m'a envoyé en Europe chez son enfant, donc les enfants de la première femme. Tu imagines bien que ces enfants-là, ils ne peuvent pas m'aimer.
Elle a accepté parce que c'est papa qui a dit, mais elle n'a pas envie d'habiter avec moi et sa mère non plus. Donc, moi, j'ai atterri chez ma demi-sœur. J'ai fait 6 mois à Paris. Papa m'avait trouvé l'inscription. Hein. J'étais venue en tant qu'étudiante. J'ai fait 6 mois, je me suis démerdée. Pas, je suis allée habiter en colocation avec les autres enfants, quoi, les autres étudiants. J'ai commencé ma vie des étudiants. Quand je commence ma vie des étudiants, là, ça se passe très bien. Je commence des petits jobs. Et ma mère, du coup, papa la laisse tomber parce qu'il n'est pas intéressé. Moi, ça se passe bien à Paris. Je passe la première année. Elle dit, elle est arrivée en France en 2010. Quand elle arrive en 2010, elle étudie une année, elle passe, elle a fait la comptabilité. Elle est comptable, ingénieure comptable qu'elle a fait. Donc, elle fait ses cours. La deuxième année, elle se dit, elle doit faire venir son petit frère. Voilà, elle veut faire venir son petit frère en Europe parce qu'il venait de finir, il venait d'avoir le bac ou quoi, un truc comme ça. En tout cas, elle voulait faire venir son frère. Elle est partie se mettre en relation. Elle dit que c'est ça le plus gros péché qu'elle estime vraiment qu'elle regrette d'avoir fait dans sa vie. Elle a aimé un garçon là, c'était un garçon de Brazzaville. Bonne famille et tout ça. Il avait 10 ans de plus qu'elle. Donc, elle a profité de lui comme il la suivait et tout ça. Comme il a les cheveux comme sa maman et tout ça. Elle ressemble à sa maman, mais sa maman est noire. Les garçons là la craquaient, les garçons là la suivaient, les garçons il avait l'argent. Il avait des bons papiers. Du coup, elle a utilisé le garçon là pour faire l'invitation à son petit frère. Donc, elle arrive en 2010. En 2013, le garçon là a mis tous les papiers, tout son argent, tout. C'est elle qui a fait les démarches à son petit frère pour que son petit frère, hein, Hervé, vienne en Europe. Elle dit, c'était une préoccupation pour moi. Je faisais les jobs d'été, je faisais tout ça. Papa m'envoyait l'argent pour payer les études, Kabibi. Et heureusement que j'avais fait ça. J'ai fait venir mon petit frère parce que comme papa m'avait envoyé en Europe, ça avait chauffé chez lui là-bas. La première femme était contre que comme moi je suis partie, c'est fini, je suis la tête de notre famille, je n'ai qu'à me démerder. Aucun autre enfant de maman ira en Europe. Tu vois que la femme là, vraiment, elle était fâchée parce que maman dérangeait son mariage. Je me suis battue. Papa m'a envoyé l'argent et tout ça. J'ai fait les démarches à mon petit frère Hervé. Lui, il n'a même pas attendu les résultats du bac. Il était déjà en Europe. Hervé est arrivé en Europe. C'est moi qui l'ai fait monter. Quand Hervé arrive, j'habite dans les appartements des étudiants. Je l'ai fait habiter en cascade avec moi, caché. Il habitait chez moi. Imagine comment je me suis sacrifiée. Quand Hervé arrive, on va dire qu'il arrive en janvier. Comme Dieu sait faire les choses, en mars, papa décède. Donc, juste le temps qu'il entre en Europe, papa est décédé. Et papa est décédé, qui va payer des études pour Hervé. Hervé est venu pour étudier à la base. Comme mon copain là, on avait fait aussi des démarches, genre étudiant et tout ça. Il avait mis ses papiers, ses trucs et tout. Or, le copain là, il ne l'a jamais touché. Hein. Ils ne sont jamais passés à l'acte. Rien fait, que des bisous et tout ça, espoir. Elle a utilisé le garçon là pour faire venir son frère. Dès que son frère est venu, son papa est mort. Elle a profité, elle a chassé, elle a dit que non, elle veut étudier. Son papa est mort, elle n'a plus le droit à l'erreur, elle doit étudier. Elle s'est juste servie de lui pour faire venir son frère. Imagine, un gros péché comme ça. Tu as vendu l'espoir au garçon parce que le garçon là voulait m'épouser. Mais moi, je savais que je ne vais pas me marier avec lui. Donc, Hervé arrive, il commence à habiter chez elle. Il commence à cascader. Quand son papa est mort, elle avait 6 000 € dans son compte parce qu'elle est très, très économe. Elle gardait l'argent, elle n'achetait pas les trucs, elle était trop simple. Elle prend l'argent, elle commence à payer et pour elle et pour Hervé. Elle dit qu'ils doivent commencer à faire les jobs. Hervé dit que lui, il va aller étudier à Lyon. Hervé part à Lyon. On trouve une place à l'université là-bas. Il part faire aussi la comptabilité pour être ingénieur. Donc maintenant, il reste qui? Hugues et Chancel. Hugues l'aîné, Chancel la cadette. Imagine quand son papa meurt. Sa maman là, elle ne sait rien faire dans la vie. Même la maison où elle habitait, c'était toujours le papa qui l'a payé. Maintenant, le papa est mort, elle va faire comment? Ça devient Alice ici, avec les jobs d'été, qui doit envoyer l'argent à sa maman pour louer la maison. Sa maman n'a jamais rien fait dans sa vie. Elle ne s'est pas cherché l'argent. Elle était la femme de son papa. Elle commence à lui payer les loyers. Il doit payer pour Hugues. Hugues, il est petit par rapport à elle. Il a 6 ans de moins qu'elle. Il est à l'université, donc il te regarde comme ça. Il y a Alice. Donc, il attend que toi, tu fasses. Toi-même, tu es étudiante. Toi-même, tu dois. Elle dit, quand son papa est mort, elle venait de finir. Elle venait de finir son... Donc, quand l'année à laquelle son papa est mort, elle a fini. Donc, maintenant, elle a fini de devenir ingénieure. Elle a commencé à chercher des travails. Elle a commencé à supporter sa maman. Et tout. Elle a pris tout le monde en charge, en fait. Elle a décidé
de faire venir Chancel. Pourquoi Chancel? Parce que Hugues, elle dit, Kabibi, tu vois les paroles que les parents disent. Hugues, tellement que papa et maman disaient qu'il était bête. Comme normalement, elle dit, en Europe, ici, c'est un enfant qui devait avoir un suivi scolaire. Il n'avait pas les mêmes capacités que moi. Et puis, moi, j'étais trop intelligente. Donc, Hugues, on l'avait déjà catalogué bête. Donc, bête, depuis qu'il est petit, on disait qu'il était bête. Hugues est devenu bête. Jusqu'aujourd'hui que je te parle. Il n'a rien fait de sa vie. Donc, j'avais trouvé inutile de l'amener en Europe. Je savais qu'il était bête. J'ai dit, je fais venir Chancel, la cadette, la fille de maman. Quand Chancel grandit aussi, je commence les démarches pour Chancel. Quand je commence les démarches pour Chancel, moi, quand j'ai fini les études, là où je suis partie travailler, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré un garçon. On va l'appeler Paul. Elle a rencontré un garçon, là, un blanc, un Français autochtone, qui s'appelle Paul, qui est ingénieur comme elle. C'est ça son mari aujourd'hui, Paul. Donc, dans sa vie, elle ne connaît que son mari. Parce que c'est une fille qui s'est gardée par hasard. Elle s'est gardée parce qu'elle avait des principes, elle voulait plaire à son papa. Après, elle est venue en Europe, elle voulait étudier. Après, son papa est mort, elle n'a pas eu le temps d'avoir des copains. Elle est devenue chrétienne, elle a rencontré Paul. Paul, c'est un chrétien, ingénieur comme elle. Ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à sortir ensemble. Elle a bien expliqué à Paul qu'elle doit faire venir sa petite soeur. Elle dit, imagine, tu viens de te mettre en couple avec un garçon. Tu dis, tu vas faire venir ta petite soeur. Paul, là, ses parents ont l'argent. Ils lui ont déjà donné un appartement à Paris, en plein Paris. Donc, il habitait chez eux. Chez lui, chez eux, l'appartement que ses parents lui ont donné. Elle est partie habiter là-bas. Elle a fait les démarches pour faire venir sa petite sœur. Or, l'appartement que Paul lui a donné, c'était un appartement chambre-salon, mais c'est grand. Vous voyez les appartements parisiens. Sa petite sœur est venue habiter avec eux. Avec Paul. Paul ne l'a pas encore épousé. Ils cohabitent comme ça. Chancel est venue, elle a tout fait. Elle a mis Chancel à l'université. Elle lui a dit de faire aussi la comptabilité. Donc, eux tous, ils font les études, quoi. La comptabilité. Il ne reste plus que maman. Maman reste en Afrique, maman ne sait rien faire. Je décide de faire venir aussi maman. Donc, je dis à tout le monde qu'on va faire maintenant que maman vienne, comme sa soeur a habité chez eux peut-être 1 an avec son copain Paul, là. Et puis, sa soeur est partie vivre. Elle a pu trouver une chambre d'étudiante. Quand sa soeur part habiter là-bas, elle reste avec Paul maintenant, ils se marient. Elle et Paul, ce sont 2 chrétiens vraiment pratiquants évangéliques. Ce sont des frères et sœurs. Elle dit, elle est devenue encore très croyante en Europe. Pourquoi? Parce que, en force de prier, elle a analysé la famille de sa maman. C'est quand elle s'est rendue compte que dans la famille de sa maman, il y a beaucoup de problèmes. Ça, je vous ai épargné tous les détails qu'elle m'a donnés, comment ici en Europe, parfois elle perdait la mémoire, et puis elle prie, elle a fait des examens par révélation. Elle a un parcours incroyable. Donc, elle partait comme ça. Vous avez des examens à passer. Tu étudies. 3 jours après, tu perds la mémoire. Les attaques Kabibi, moi, c'est les attaques qui ont poussé que non. J'ai fui chez Dieu. Si je reste ici, je vais devenir folle. Ma mère, elle est la seule de sa famille qui n'a pas un enfant mort. Elle n'a pas un enfant fou. Ma maman. Et ma maman est la seule qui prie dans sa famille. Parce que tu vois, maman, elle a commencé à prier. Quand moi, j'ai attrapé la folie, là, quand j'ai perdu la mémoire au Congo, c'est quand maman avait paniqué, elle a pris la prière au sérieux. Elle est restée comme ça. Elle a continué à prier. Donc, moi, elle a étudié avec des difficultés. Elle perdait la mémoire, mais elle a étudié. Elle a terminé. Dieu lui a fait grâce. Elle est tombée sur un croyant. Il prie beaucoup avec son mari, la Paul, le blanc là. Donc, sa sœur trouve la place, elle trouve un appartement étudiant. Elle part habiter là-bas. Elle et Paul, ils se marient. Elle et Paul, ils achètent un appartement. Elle a dit une maison. Ils ont acheté une petite maison avec mezzanine dans le 93, en plein Paris quand même. Ils achètent ces 2 ingénieurs. Paul, lui, il travaille à domicile. Elle ne m'a pas donné les détails de ce qu'il fait, mais c'est les gens d'ingénieurs là qui travaillent à domicile. Son travail, c'est toujours à la maison. Ce n'est pas à cause du Covid, c'est lui, il travaille à la maison. Il est auto-entrepreneur. C'est elle qui part au boulot. Donc, elle gagne quand même bien sa vie. Ils ont acheté leur maison. La famille de Paul, vous voyez bien qu'ils sont bourgeois. Il a une sœur. En tout cas, elle et sa sœur, là, ils s'entendent très bien. Ils se font des cadeaux et tout ça. Elle dit, imagine. Ma sœur a fait 1 an avec nous. Dans l'appartement de Paul, imagine ses parents pensaient quoi? C'est un appartement chambre-salon qu'ils ont donné à leur enfant. Toi, tu viens habiter avec ta sœur. Donc, ta sœur dort déjà au salon. Elle a fait 1 an avec nous. Quand elle est partie, nous, on a acheté notre maison dans les 93. Elle ne venait pas nous dire bonjour. Elle ne venait pas nous visiter.
son anniversaire, Paul lui a offert une tablette iPad, Apple. Il lui a offert une tablette Apple. Ça coûte cher. Ah, merci, merci, merci. Mais moi, mon anniversaire, c'est à peine même un message. Elle m'écrit. Elle est devenue indifférente que ça me faisait même honte parce que la sœur de Paul venait chez nous. C'était une jeune fille, la sœur de Paul. Donc, quand elle venait chez nous, elle voyait ma sœur. Maintenant, quand ma sœur part, ma sœur coupe les contacts. Ça m'a fait déjà honte dans la belle famille. Mon petit frère, Hervé, qui est parti là-bas, à Lyon, il a étudié, il a terminé. Kabibi, Hervé est devenu clochard, délinquant. Quelqu'un qui a étudié, qui a terminé, avec toutes les difficultés, là, pour te montrer les combats de ma famille. Hervé, il avait un ami, Amadou. C'était un Malien ou un Sénégalais, là. Que j'entendais que lui et Amadou, ils font colocation, ils habitent ensemble et tout. Après, Hervé, Amadou comme ça, dit, oh, Hervé, c'est juste qu'il n'étudie pas. Il avait déjà fini. Oh, Hervé, imagine que Hervé a fouillé la maison. Il a commencé à errer dans les rues. Il est devenu clochard. Quelqu'un qui a terminé l'école. Clochard. Ah, baby. On l'a perdu. On ne savait plus où il était parti. Il est devenu fou là-bas à Lyon. Si c'est fou, si c'est clochard, si c'est comment, si c'est perte de mémoire, si c'est comment. Elle a quitté Paris ici. Elle est partie patrouiller Hervé là-bas à Lyon. Elle dit, imagine, Lyon est grand. Tu vas les trouver où? Est-ce que quand il se promène dans la rue comme fou là, il dit qu'il s'appelle Hervé? Je l'ai cherché. Dieu m'a fait grâce pendant une semaine, je l'ai trouvé. Quand je l'ai trouvé, Kabibi, je l'ai amené chez les spécialistes là-bas. Ils nous ont comme ça me tourné. Kabibi, j'ai porté Hervé. Je l'ai ramené chez moi, dans les 93, dans la maison qu'on avait achetée, pour qu'il a habité là-bas, dans la mezzanine, là-bas, dans notre maison. Mon mari a accepté. J'ai ramené quelqu'un qui n'avait pas la tête. Comme nous, on prie beaucoup. Avec mon mari, on a commencé à prier pour lui, l'amener à l'église et tout ça. La tête de Hervé s'est calmée. Mais le comportement de Hervé, maman. Mon mari va faire les jardins, il ne peut pas l'aider. Mon mari fait comme ça. Donc, indifférent. C'est nos prières, les prières de notre église. On lui a prêché la parole et tout ça pour que Hervé devienne normal. Hervé a commencé à prier à partir de chez moi, dans ma maison. Quand maintenant Hervé prie, tout ça là, je t'explique. Ma soeur, elle est étudiante. Hervé, il est fou, donc il ne travaille pas, il n'a pas d'argent. Mon grand frère Hugues, il ne fait rien de sa vie. Il habite avec maman. C'est maman qui le supporte. Et qui supporte maman? C'est moi. J'ai dit non. C'est qu'on va faire. J'ai dit à ma soeur, je vais faire venir maman. Comme ça, maman aura les papiers ici. Elle va arrêter de m'embêter pour les soins médicaux et tout ça. Elle aura ses papiers. Elle peut comme ça, là, Pointe-Noire, elle revient de temps en temps. Elle peut être indépendante, tu vois. Ça va nous alléger que maman ait aussi une bonne vie. Ma soeur n'a rien dit. Elle était étudiante, mais elle était en dernière, en terminale. J'ai fait les démarches. Maman est venue. Quand maintenant, maman vient, j'ai dit à ma soeur que maman va habiter avec elle parce qu'elle a un appartement étudiant. Ma soeur ne dit rien. Oh, toi, tu as fait venir maman et tout. OK, maman part habiter chez ma soeur dans l'appartement étudiant là-bas. En attendant, Hervé, il va bien, mon petit frère. Il dit qu'il va rentrer à Lyon pour aller travailler. Moi-même, je prends encore l'appartement à Hervé parce qu'il n'a pas l'argent. Je travaille, je suis mariée. C'est moi qui prends l'appartement à Hervé. Il dit que je prenne, il va payer. J'ai installé Hervé dans un appartement chambre et salon. Quand je l'installe là, il part, il commence à se démerder, commencer la vie. Coronavirus vient, le monde s'assoit par terre. Quand il y a eu le confinement, Hervé vient de partir à Lyon. Maman est chez ma soeur, dans l'appartement là, étudiant. Ma soeur termine les études. Quand le corona est terminé, c'était 1 an seulement que vraiment, on était confinés. Avec mon mari, on en a souffert en fait. On a décidé d'acheter une grande maison. Ils ont quitté le 93, ils ont vendu leur maison là. Ils sont partis acheter une belle maison dans l'Essonne. Elle m'a dit à la campagne. Donc je crois que dans l'Essonne, il y a des grands quartiers où il y a encore un peu de campagne. Mais nous, on considère ça seulement Paris. Dans l'Essonne, c'est à Paris là-bas. Quand ils achètent leur maison, elle dit qu'ils ont acheté une grande maison avec 2 studios. L'idée, c'était quoi, Kabibi? Pourquoi j'ai insisté les studios? Je savais que maman était mal à l'aise. Mais maman, elle habitait chez sa fille chérie. C'est sa fille qu'elle bénissait, sa fille qui était claire comme elle. C'est là qu'elle habitait. Mais j'ai dit, maman est mal à l'aise, j'habite dans un truc studio. Quand on va acheter la maison, je vais acheter une maison qui a un studio pour loger ma mère. On a acheté une maison qui avait 2 studios. Un studio pour le travail de mon mari, un studio pour loger maman.
J'ai pris maman de Paris. Je suis venue la mettre derrière chez moi. Mon mari a son bureau, maman a sa maison. Maman ne nous dérangeait pas et tout ça. Mais le problème est que on avait mal calculé. Quand on est arrivé là-bas, moi, je n'ai pas trouvé de travail parce que les zones où on habitait et mon boulot, c'était plus possible. J'avais déménagé et j'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé. On s'est retrouvé avec un seul revenu. Mon mari a commencé même à faire des heures sup la nuit. Tu sais, comme il est informaticien, là, il se branche, il travaille les gens en Australie et tout ça, mais c'est la nuit par rapport à nous. Kabibi, mon gars a commencé à beaucoup souffrir parce que moi, je ne travaillais pas. On avait un gros remboursement. On a fait 1 an et demi dans cette maison-là. Dieu me voit. Ma petite sœur est venue 2 fois chez moi. Une fois à Noël parce que je l'ai invitée et une fois parce que maman a tellement insisté. Ma petite sœur là n'est jamais venue me visiter. Alors, les cadeaux même oubliés. Elle nous ignore pendant que mon mari Paul là l'a reçu chez nous pendant 1 an. Kabibi, c'était un Français. On habitait dans 2 pièces. Il ne la connaît pas. C'était ma petite sœur. Il a accepté la façon qu'elle nous a jetés. Pour voir maman, c'est quand maman monte à Paris, on lui achète les tickets de RR et va chercher son enfant, qu'elle aimait sa Chancel, sa fille des chances, sa fille Claire. Chancel a terminé l'école. Ça veut dire que nous sommes 3 ingénieurs. Mon frère là-bas, à Lyon, il a mis du temps pour trouver du travail, mais il a trouvé un travail, comme elle m'a dit, il est en période d'essai d'1 an. C'est une bonne boîte. Ça veut dire qu'il est en période d'essai et il économise son argent pour qu'au cas où on les chasse de la période d'essai là, mais en tout cas, il est en période d'essai. C'est stage d'essai ou période d'essai, mais en tout cas, il ne gagne pas beaucoup. Sa sœur termine, sa sœur trouve un travail. Le travail qu'elle trouve là, ça l'envoie beaucoup en mission, parce qu'elles tous sont des ingénieurs. Maintenant, elle va tout le temps en mission à Lille, à Strasbourg et tout ça, donc elle a un bon poste là. Et il décide de vendre la maison parce que la maison, elle est plus bénéfique. C'est le mari qui se tape toutes les factures. Donc, ils disent, d'abord, ce sont des jeunes, vous comprenez bien que ce sont des jeunes. Donc, on vend la maison ici, on a une plus-value, on va acheter une autre maison ailleurs. Mais pour le moment, on va partir vivre dans l'appartement que son mari a, que ses parents lui avaient donné cadeau. Maintenant, la maman, ils vont la mettre où? Ils ne peuvent pas dormir avec la maman au salon. La sœur, c'était une jeune fille. L'autre, là, c'est la maman. Donc, elle dit à sa sœur, maman, va rentrer chez toi. Parce qu'elle a habité quand même avec moi 1 an et demi. Elle ne nous gênait pas. Elle faisait même son petite agriculture, ses jardins là-bas. Mais maintenant, nous, on doit vendre la maison parce que moi, je ne travaille pas. Donc, maman va rentrer chez toi. Oh non. Oh non. Ah non. C'est toi qui avais décidé de faire venir maman. Tu n'avais pas demandé mon avis. Ce n'était pas mon consentement. N'avait pas d'importance. Maintenant, maman est venue, elle est à ta charge. Tu veux me la coller. Moi, je ne t'ai jamais dit de faire venir maman. Maman ne peut pas venir habiter chez moi. Moi, j'habite dans un petit truc étudiant. Toi, tu trouves normal que tu décides de faire venir maman pour venir me la coller au dos. Non, 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 non. Démerde-toi avec elle. Elle lui avait donné une phrase exacte. Elle avait donné une phrase. Elle lui a dit que tu veux te débarrasser des mamans. Tu veux te débarrasser des mamans et tu veux venir me la coller. Moi, je n'ai jamais demandé à ce que maman vienne en France. Je n'ai jamais demandé à ce que maman vienne habiter chez moi. C'est toi qui as tout décidé. Donc, démerde-toi avec maman, ce n'est pas mon problème. Sa petite sœur, Chancel, la fille préférée de sa maman, la fille brune de sa maman, a refusé que sa maman aille habiter là-bas. Elle était choquée parce que le projet de la maison, la vendre, ils ont fait ça peut-être pendant 6 mois. Elle a dit à sa maman va dire quoi? Sa maman protège toujours Chancel. Oh, il faut la comprendre. Chez elle aussi, c'est petit. Elle dit, maman, chez elle, c'est petit. Maintenant, moi, je n'ai pas habité dans un petit appartement. Tu ne peux pas habiter avec moi et mon mari dans 2 pièces. Tu vas habiter, tu vas dormir au salon. Ce n'est pas possible. Donc, elle était obligée de prendre sa maman, l'envoyer à Lyon chez son frère. Son frère, là, il est arrivé là où elle dit qu'il va envoyer sa maman. Son frère a refusé. Son frère a fui. Son frère a coupé contact. Son frère ne veut pas prendre sa maman. Pourtant, c'est eux qui ont grandi avec leur maman. Et ils étaient passés habiter dans la famille des papas pendant 4 ans. C'est eux qui habitaient avec leur maman. Son frère a fui. Il ne veut pas habiter avec leur maman. Elle dit, tu vois, mon frère, je l'ai retrouvé parce que c'est moi qui avais pris l'appartement là quand il est quitté chez moi. Il habite avec maman malgré lui. Ça lui a mis du temps pour accepter. Maman est partie habiter à Lyon chez ses enfants, chez son fils. Maman ne travaille pas. Maintenant, ils habitent dans chambre salon parce que c'est ça que j'avais pris à la base pour mon frère. Elle était en Afrique. Maintenant, elle est en train de chercher une maison, un HLM pour sa mère. Elle dit Kabibi, ma mère, elle a 56 ans. Ma mère ne travaille pas. Ma mère ne veut pas faire une formation. Ma mère va être seulement à notre charge.
Maman, comme elle est là, on ne lui paye rien. Pourtant, elle a déjà eu les papiers. Mais elle n'a pas cotisé en France. Elle n'a pas d'argent. Ma mère, elle vit à notre charge. Maintenant, comment on vit? Mon frère Hugues, l'aîné de la famille, comme il est resté le seul en Afrique, on lui envoie 180 € chaque mois. Donc, moi, je mets 90, ma soeur met 90, ça lui fait 180 € qu'il a assez pour louer sa maison. Hugues loue une maison de 2 chambres. Alors, est-ce que c'est la maison où sa maman vivait? Je crois que c'est ça. Il a une maison de 2 chambres. Il habite seul ou avec ses amis ou comment là-bas. Mais chaque mois, il a 190 € et il ne fait rien dans sa vie. Il ne vend ni la cigarette, il n'est pas serveur. Il ne fait rien dans sa vie. Chaque mois, lui, il attend 180 €, mais il est aussi bête. Elle a dit, tu vois, comme on dit qu'il était bête, il n'est pas débrouillard, il est insensé. Elle a dit, lui, je ne vais jamais le faire venir en Europe, en tout cas, parce qu'il ne sert à rien. En fait, il ne fait rien et il ne peut rien faire. Donc, dans la famille des mamans, on peut considérer que c'est lui qui est abîmé. Il ne fait rien de sa vie. Donc, lui, on le supporte et la personne qui envoie l'argent, c'est Chancel et moi. Chacun envoie de sa façon, mais 90-90. Maintenant, maman, là, elle habite chez mon frère. Elle doit vivre. Comme ils ont dit que c'est ma charge, Chancel a refusé de donner l'argent à mon frère pour maman. Donc, c'est moi qui donne l'argent. Et mon frère, comme il travaille aussi, même s'il est en période d'essai, c'est sa maman, elle habite chez lui. Donc, c'est moi qui cotise pour maman chez mon frère, pour qu'elle habite là-bas. Elle a fait un dossier à sa maman, un dossier HLM. C'est pour ça qu'elle nous a contactés pour demander déjà aussi s'il y a quelqu'un qui peut l'aider à trouver un HLM à sa maman dans n'importe quelle ville. Dans n'importe quelle ville, parce qu'elle a dit à ses frères-là qui sont en Europe que eux tous, ils vont trouver une maison HLM à sa maman et que eux tous, ils doivent lui donner 150 par mois. Ça va faire 450, ça va suffire à leur maman pour qu'elle puisse vivre, payer son HLM en tout cas. Elle ne peut plus continuer à prendre la charge de sa maman. Personne ne l'a répondu, personne ne veut prendre l'engagement. Que ce soit son frère chez qui elle habite, son frère, il a dit qu'il lui part habiter à Toulouse. Il est en train de faire ses démarches pour aller vivre à Toulouse, au sud de la France. Il n'a rien à foutre de sa maman. Donc, lui, s'il déménage, elle ne sait pas si la maison, là, si son frère déménage, c'est elle qui va maintenant la payer pour sa maman ou elle va faire quoi? Sa maman lui sort que elle n'a pas de problème. Comme elle a déjà les papiers, elle peut rentrer à Pointe-Noire, mais il faut qu'on lui achète une maison. Elle dit, qui va lui acheter une maison? Une maison, c'est combien? 20 000, 30 000. Qui va prendre encore un crédit de 30 000 pour aller acheter une maison? Oh, mais vous avez vendu votre villa là-bas, tu peux m'acheter une maison à Pointe. Moi, je ne peux pas t'acheter une maison à Pointe, non? Moi, je suis mariée. Et maintenant, là, elle vient d'avoir un enfant. Je suis mariée, j'ai aussi mon enfant. Je suis mariée à un blanc. Déjà, tout ce que j'ai fait avec ces blancs, c'est beaucoup. Mon frère a habité 1 an et demi chez moi. Ma mère a habité 1 an et demi dans ma maison qu'on vient de vendre. Ma soeur a habité 1 an. Même dans ma belle famille, ça paraît comment? C'est toujours moi qui ramène du monde. Et ce monde-là, quand ils partent, ils sont ingrats. Ils ne m'appellent pas, ils ne me calculent pas, ils sont indifférents. Ils volent de leurs propres ailes sans moi, sans m'aider, sans compassion, sans rien en fait. Sa maman dit que non, il faut qu'on achète une maison et tout ça. Elle dit, maman, moi, ce que je peux faire pour toi, tu es en France, va faire une formation. Comme tu aimes cuisiner là, va faire apprendre même la boucherie, être même boucher et tout ça. Tu peux rentrer au Congo, tu trouves même une petite boucherie, tu achètes même tes viandes, tu commences à couper. Tu vois, apprends même un métier. Tu es en France, tu as des papiers. Oh, elle est vieille, elle a 56 ans. Elle dit, Kabibi, dis-moi, 56 ans, c'est vieux. C'est moi qui exagère. Oh, je suis comme une femme de blanc, je réfléchis, je pense qu'elle est vieille à 56 ans là, qu'elle va aller apprendre à travailler. Donc, maman, comme elle n'a pas travaillé toute sa vie, papa prenait soin d'elle, elle trouve normal de ne pas travailler, que moi, je suis mariée à un blanc, je dois prendre soin d'elle. Mais elle a sa fille métisse, là, sa fille Claire Brune Dépôt, qui est ingénieure, qui travaille. Sa fille ne veut plus nous donner sa position parce qu'elle habite toujours dans le truc étudiant là, mais elle doit déménager. Personne ne connaît ses démarches. Si elle veut acheter, si elle veut aménager un HLM, si elle va aller au privé, personne. Elle a coupé les contacts. Donc, elle nous a fouillés. Elle nous a fouillés. Elle dit, tu vois, ma soeur, la dernière fois que j'ai parlé avec elle, c'est en novembre de l'année passée que j'ai parlé avec ma soeur concernant maman, qu'on doit comme ça donner 150. Si maman trouve un HLM, comme ça, elle n'a pas répondu, elle n'a rien dit, elle n'a plus pris contact avec moi jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en février. Ma soeur a coupé les contacts. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas dedans parce qu'elle m'a déjà dit clairement que c'est moi qui avais fait venir maman, c'est ma charge. Pourquoi je vais l'associer? Pourquoi je veux qu'elle prenne soin de maman?
Donc, notre sœur, elle est fatiguée parce que quand elle dit ça à sa maman défend Chancel. Elle dit, ah, laisse-la, tu connais que Chancel est toujours comme ça. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'étais toi. Elle dit, parce que ma mère, aujourd'hui, Kabibi, elle fait que prier. Elle n'a pas un autre travail. Bien sûr, nous tous on prie. Mais ma mère, elle ne travaille pas. Sa vie, elle se réveille, c'est la Bible. Bien sûr, je suis d'accord. Sa famille a trop de sorcellerie. Elle prie et ses prières peut-être nous protègent aussi. C'est très bien. Mais elle ne peut pas venir faire ici fonction, profession, prière. Nous sommes quand même en Europe. Et moi aussi, j'ai une famille à construire. Avec mon mari, on a déposé d'acheter notre maison. Parce que je travaille et il travaille. Ce n'est pas comme s'il m'achetait la maison. Non, mais moi, de mon côté, je sors un peu trop d'argent pour ma famille. Imagine, mon mari, là, je l'ai connu avant que Chancel vienne. Donc, j'ai fait venir Chancel avec lui. J'ai fait venir maman avec lui. J'ai logé mon frère avec lui. Tout ça, c'est l'argent de notre budget. C'est un blanc. Lui, combien d'argent il a déjà donné dans sa famille depuis que nous sommes ensemble? Ils ne comprennent pas ça. Et quand ils viennent, ils ne me font même pas le poids de me montrer l'amour de la famille. Donc, leur comportement, tous les jours, c'est avec mon mari parce qu'ils voient leur ingratitude. Ils voient comment ils partent. Mon frère, là, il a habité chez nous 1 mois et demi avec sa folie. Mon mari l'a accepté. Mon mari s'est prié pour lui. Quand il est parti là-bas, il ne nous appelle pas. Il ne fait pas. J'ai accouché mon enfant. C'est comme si je n'ai même rien fait. Même pas un cadeau, même pas un chèque, même rien. Les gens ne font même pas semblant de te montrer même des fausses amours que même un chèque de 20 euros. On n'a pas dit de 500 euros. Même 20 euros, qu'on voit même les signes, les gestes. Rien. Chacun vit sa vie dans son coin. Maintenant, maman est devenue mon fardeau. Elle dit, par moment, je regrette. Je ne sais pas si je dois regretter. Parce que quand ils sont arrivés ici, la famille de leur papa, enfin, la famille de leur maman, vous voyez, maman Jeanne, la grand-mère. Le fétiche était parti finalement de la famille de sa fille, de sa sœur qui a réussi, ses enfants ont grandi, ils ont réussi dans la vie, ils sont riches là-bas à Pointe-Noire. Ils sont ici en Europe, en France. J'ai essayé même de les fréquenter quand je venais d'arriver, tellement ils nous méprisaient, Nous sommes les petites filles de maman Jeanne, nous voyons comme des sorcières et tout ça. Gabi, je suis dans mon coin. Mes cousines là, mes demi-sœurs qui sont ici en Europe, ne nous calculent pas parce qu'ils n'aiment pas leur maman. Et puis leur papa est déjà mort. Donc, et c'est vraiment les enfants de la deuxième fois là qu'on ne calcule pas. Elle dit, en fait, je me retrouve sans famille. J'ai forcé vraiment, même avec mes demi-sœurs, j'ai forcé, ça ne passe pas. La famille des mamans, hein, les cousines de ma mère qui ont réussi dans la vie là, et même les cousines, leurs enfants qui sont ici, ils me rejettent. Je n'ai pas de famille, donc je me sens seule. Je force avec mes frères que j'ai réunis, j'ai ramené pour qu'on soit... Nous tous, on a étudié. C'est quoi le problème? J'ai fait ça, Kabibi, quand mon frère était venu élever. Moi-même, j'étais encore étudiante. On dormait, on avait des 20 euros parfois pour manger quand papa était décédé. Je devais payer les études pour moi. Non, je devais payer pour lui. Je devais payer le logement. Je devais envoyer à maman. À l'époque, Chancel était là-bas et tout ça. J'ai travaillé, j'ai tapé les jobs pour eux. Je n'avais rien. Mais eux, ils sont déjà ingénieurs tous les deux. Ma petite soeur, elle vient de finir. C'est vrai qu'elle travaille, que ça fait que 1 an. Mais elle est ingénieure. C'est pas comme si elle gagne 1200 euros. Elle gagne bien sa vie. Je t'ai dit qu'on l'a mise, elle est tout le temps en mission, elle est partie. Sa propre mère est ici. J'ai dit qu'on va donner 150, 150. Je n'ai pas dit que vous donnez, moi je ne donne pas. Ils ont coupé le contact. Celui-là, là, elle habite, il a dit que lui part à Toulouse. Maintenant, quand il part à Toulouse, il part avec maman, il va laisser maman. Elle dit, imagine un peu. Et ma mère, elle ne veut faire aucun effort. Elle a dit, elle est vieille, elle a 56 ans. Comment je vais expliquer à mon mari que ma mère a 56 ans, elle dit qu'elle ne va rien faire pendant que la retraite est à 63 ans ou 64 ans. J'ai même honte de lui dire qu'elle ne fait rien dans sa vie, elle ne fait aucune formation, rien. Après, est-ce que j'ai fait une erreur de l'amener ici? Mais ma joie est qu'elle a déjà les papiers. Et elle n'a pas dit non de rentrer à Pointe-Noire. Mais seulement elle va rentrer à Pointe-Noire si on achète une maison. Parce qu'elle trouve qu'elle est rentrée à Pointe-Noire, ça veut dire qu'elle va rentrer vivre chez Hugues. Maintenant, ça sera encore envoyer l'argent à maman et à Hugues là-bas à Pointe-Noire. Ils ne font rien. Elle va commencer à te sortir. Oh, je suis malade, je vais venir à Paris. Qui va payer les billets? Si c'est la ramener au Congo, sans activité, sans argent, ça sert à quoi? En tout cas, notre maman est dépassée. Elle est fatiguée. Elle est dégoûtée par sa famille. Elle a l'impression qu'elle a fait beaucoup d'efforts vains. Et elle demande un conseil. Elle demande un conseil. Elle veut savoir si elle a eu tort de ne pas intéresser sa sœur quand elle faisait venir sa mère. Si sa sœur a raison, de dire qu'elle est intrusive dans sa vie, que c'est elle qui a pris les décisions et elle veut les ingérer dedans. Elle veut savoir, parce que si elle a tort, effectivement, sa maman doit être à sa charge, parce que c'était sa décision à elle.
Mais elle a dit, elle le faisait dans l'état d'esprit de famille. Elle veut savoir déjà ça. Ce point-là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si elle a tort, elle est obligée de prendre sa maman, parce que sa soeur ne lui a jamais demandé de faire venir sa maman. Donc, elle laisse sa soeur tranquille, sa maman, c'est sa responsabilité. Mais en sachant que cette maman-là a 4 enfants. Si elle a tort d'amener sa mère vivre avec son frère, son frère dit maintenant qu'il a un jeune garçon, lui aussi doit faire sa vie, il ne peut pas rester avec sa maman. Mais elle lui a dit, on peut prendre même un appartement de 2 chambres pour le moment. Tu viens à peine, tu n'as même pas encore un travail fixe. Oh, il ne veut pas lui part à Toulouse. Si elle a tort de ne pas chercher l'argent pour acheter à sa maman une maison, à Pointe-Noire, aller s'endetter pour 30 000 € de dette, parce qu'elle ne va pas dire à son maman que prenons dans l'argent de notre maison pour que j'aille donner à maman. Ça veut dire qu'elle va prendre un crédit en couple, elle va prendre son crédit personnel pour acheter une maison à sa maman à Pointe-Noire. Pendant qu'ils ont les projets d'acheter une autre maison, donc elle aura déjà une dette. C'est compliqué. Est-ce qu'elle a tort de lui dire qu'elle ne va pas lui acheter la maison? Est-ce qu'elle aura tort si elle lui dit qu'elle rentre seulement vivre à Pointe-Noire là-bas chez ton enfant? Moi aussi, je suis fatiguée. En fait, elle ne sait plus quoi faire. Elle a besoin d'un conseil. Elle a besoin aussi, s'il y a quelqu'un qui a une connexion, qui peut l'aider à trouver même un studio pour sa maman en HLM. Parce que HLM, ce n'est pas trop cher. Si sa maman arrive qu'elle reste ici, comme elle ne veut rien faire, il ne faut pas qu'elle ait un logement cher. Elle a dit dans n'importe quelle ville de France, même si c'est au village, parce que sa maman ne fait rien, elle fait que prier. Donc, si c'est seulement pour prier, elle peut habiter même au village là, de la face, là, il y a les débordements d'eau là. Ce n'est pas grave. Parce que c'est pour prier. Ce n'est pas pour aller au travail. C'est juste pour habiter, respirer l'air de l'Europe. S'il y a quelqu'un qui peut l'aider avec une connexion comme ça, qui n'hésite pas à me contacter pour brancher notre maman, parce qu'à ce jour, son frère est en train d'aller à Toulouse et elle commence aussi à avoir peur. Pour son ménage, elle a un enfant. Ils doivent acheter leur maison. Bien sûr qu'elle travaille, mais ça dérange un peu trop le couple. Son mari est frère, d'accord, mais il ne faut pas aussi abuser. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, notre maman, pour avoir partagé ton histoire sur notre chaîne, en espérant que tu auras un conseil, un avis et un encouragement, peut-être de ne pas commencer à t'en vouloir ou de regretter. Tu as témoigné l'amour à tout le monde dans ta famille, mais tu as eu la monnaie des singes. Hein? On ne considère pas ça. Les gens s'en foutent, chacun fait sa vie, chacun pour sa gueule. Or, toi, tu n'as pas fait ça. Tu étais venu seul en Europe, tu peux aussi rester seul en Europe et t'en foutre d'eux. C'est comme ça, mais comme tu dis, tu es un enfant de Dieu. C'est l'amour du prochain qui t'est fait. Et tu souffres de ne pas avoir des familles proches. Tu souffres de vivre seul, en fait. Tu es vraiment livré à toi-même. Mais moi, ce que je peux te dire, que tu as déjà créé une famille. Paul, c'est un très, très bon mari. Ton mari français, là. C'est même difficile de rencontrer les Français qui acceptent que les gens viennent habiter chez eux comme ça en désordre, à l'occasion de rien du tout. Il est déjà très bien, il est chrétien, il te laisse quand même un peu de liberté de gérer ta famille comme tu veux. Donc, estime-toi heureux, Dieu t'a donné une famille. Tu as ton enfant maintenant. Crée ta famille, concentre-toi sur ta famille. Les cousins, les cousines, là, tu les cherches pourquoi? Déjà, tu es marié un blanc, ils vont te chercher que des problèmes. Ils vont te critiquer là-bas. Dire comment toi tu habitais dans la famille parcellaire, dans la famille là-bas, comment tu avais grandi comme ça. Ils vont même dire que tu étais fort au Congo et tout ça. Ça ne sert à rien. Il y a des gens, Dieu te les a déjà enlevés de la vie. Il ne faut pas aller les chercher toi-même. Concentre-toi, ce n'est pas facile de vivre sans famille. Il y a des gens trop famille qui aiment les familles, mais fais un effort. Fais un effort, tu n'as pas le choix. La vie d'aujourd'hui est de 2024. Tu n'as pas le choix, tu dois t'entraîner, serrer les cœurs, avancer. Parce que si tu mets les sentiments des gens de la famille là, ce sont les premiers qui vont te détruire. Ton mariage avec Paul là, tu ne vas pas comprendre. Ta maman, toi-même, tu as dit qu'elle s'était mariée. Le jour qu'on l'a épousée, comme ça, elle a tabassé. Tu vas voir seulement, tu vas rapprocher la famille là. Paul l'a changé, pas épouser une autre fille. Tu ne vas rien comprendre. Donc, il y a des choses que Dieu t'a déjà épargnées. Laisse ça tranquille là où ça est. Si tu t'ennuies trop, tu prends la Bible et tu lis. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires des gens des familles là. L'histoire des familles, il y en a plein dans la famille. Tu peux regarder les problèmes des familles des gens de la Bible, ça va t'occuper l'esprit. La journée va passer. Tu t'ennuies, tu regardes Kabibicho, tu regardes les anciennes vidéos. Arrête de chercher les gens des familles là, il n'y a rien de bon là-bas. Les familles d'aujourd'hui ne sont plus comme les familles d'avant. Les gens ont déjà changé. Les réseaux sociaux ont tué l'amour de la famille parce que tellement on se voit les vies, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Donc laisse-les. Toi là, tu es là, tu achètes les maisons, tu vends les maisons. Tu achètes... Combien de gens achètent et vendent des maisons comme toi ici en France? Combien de gens sont ingénieurs? Combien de gens ont des maris ingénieurs qui les aiment et qui sont chrétiens? Les gens ont des maris ingénieurs, des païens, des ambianceurs, ils vont voir les filles là-bas, ils vont dans les camions. Donc, estime-toi heureux, tu as déjà une bonne vie.
Moi, à la fin de ton histoire, je me suis dit, mais la fille, si elle cherche la malchance elle-même, comment? Parce que tu m'as dit que tu cherchais même la famille de ton père ou des cousins. Tu les cherches, pourquoi? Faut pas les chercher. Est-ce qu'eux, ils te cherchent? Laisse-les. Eux aussi savent que tu existes. Laisse-les. Tu les cherches, pourquoi? Fais ta vie avec ton mari et ton enfant. Fais ta vie avec ton mari et ton enfant. C'est dur à dire, mais il faut le vivre. Tout le monde vit ça. La vie d'aujourd'hui, va te renseigner les gens. Combien de gens vivent encore avec leurs frères et sœurs? Ce sont des amours mascarades, des intérêts, des mensonges. Les gens se critiquent derrière. Ça ne sert à rien. Si tu veux que ton cœur éclate, gonfle, à cause des critiques, on va te critiquer dans ta famille. Va les chercher. Merci beaucoup à vous tous. En tout cas, n'hésitez pas à commenter notre maman. C'est une maman de la team, une maman qui va nous ramener encore une deuxième histoire très prochainement. Elle m'a dit le week-end, il n'y a pas de souci, ma sister, on va raconter ton histoire. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver encore branchés, connectés sur ma chaîne YouTube, Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Alors, on va mettre... Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.